Chaque jour, ce sont des milliers de containers qui partent des grands ports chinois sur des bateaux comme celui-ci. Ils sont remplis à ras-bord de jouets, d'électroménagers, de vêtements, ou que sais-je encore. Car aujourd'hui, c'est 90% des produits manufacturés d'une valeur de moins de 20 € vendus en Europe qui viennent de Chine. Il y a 30 ans, c'était moins de 2%. En 3 décennies, la Chine est vraiment devenue l'usine du monde. Comment a-t-elle réussi ce tour de force, et surtout aussi vite? Pour répondre à cette question, voici une petite balade dans les coulisses des usines chinoises. Avec au final un coup de projecteur sur 3 petits patrons français que la concurrence chinoise angoisse et scandalise. On a un petit peu ras-le-bol de ces produits bas prix, certes, mais qui derrière ne garantissent pas la dignité de l'homme au travail. Ils nous montreront comment on peut s'y prendre pour résister au rouleau compresseur. Par moment, il y a toutes sortes d'usines du monde. L'Angleterre, depuis le début de la révolution industrielle, a été l'usine du monde. Après, les États-Unis sont devenus d'une certaine manière l'usine du monde. Et maintenant, la Chine, elle a toutes les vocations de devenir aussi l'usine du monde. Au coin d'une rue de Datang, petite ville industrielle de 300 000 habitants, une sorte d'attroupement. Sans doute des chômeurs à la recherche d'un travail. Eh bien non, ces gens ne sont pas des ouvriers sans emploi, mais des patrons, des employeurs à la recherche d'employés. Je cherche plus de 20 ouvriers qualifiés sur machine numérique. Moi aussi, je cherche des ouvriers qualifiés. Il y a de plus en plus d'usines, mais de moins en moins d'ouvriers. Que ce soit les patrons qui battent le pavé n'est pas la seule bizarrerie de Datang. Cet endroit est ce qu'on appelle en Chine un district industriel. C'est-à-dire qu'on a décidé que la ville serait mono-activité. Alors Datang est la ville de la chaussette. Toutes les entreprises de Datang ne fabriquent qu'une seule chose, des chaussettes, socks en anglais. Ailleurs en Chine, sur le même modèle, on trouve la ville de la cravate et la ville du pantalon. Et voici Monsieur Chou, directeur commercial d'une des 1000 usines de chaussettes de la ville. Vous voyez, tout ça, ce sont des usines. Là aussi, c'est un fabricant de chaussettes. Nous sommes la capitale mondiale de la chaussette. On nous connaît dans le monde entier. Tout ici est chaussettes. Alors dans les rues, on croise partout des livreurs de fil, la matière première des chaussettes. Mais le plus impressionnant est cet immense bâtiment du centre-ville, le Palais de la Chaussette, une foire exposition permanente. On ne trouve sous ce toit que des chaussettes. C'est un marché de professionnels et les particuliers n'ont pas accès à cet endroit, qui n'est fréquenté que par des grossistes. Il y a combien de stands comme ça ici? Plus de 500. Tenez, voici le responsable. Mais alors, qui sont tous ces gens là autour? Ce sont les représentants des usines. Chaque usine de chaussettes a un stand ici. Il n'y a évidemment qu'en Chine qu'on trouve des villes mono-activité. Le but est d'être ultra efficace, surtout à l'exportation. Un tiers de toutes les chaussettes vendues dans le monde sont fabriquées ici. Et voici l'usine de chaussettes pour laquelle Monsieur Chou travaille. Elle appartient à son oncle et emploie 800 ouvriers.
Venez, on va commencer la visite par cet atelier. Toutes les machines sont à 100% de fabrication chinoise. Ici, on fabrique des chaussettes pour la Russie. Elles sont très épaisses et chaudes. L'usine a son showroom où sont exposés tous les modèles fabriqués. Dans cette salle, on a plus de 900 modèles. Ça, c'est une fabrication spéciale pour l'Espagne, pour les magasins Carrefour. Le prix de gros, en moyenne, c'est 25 centimes d'euros la paire. Et pour certains articles, ça peut aller jusqu'à 40 centimes. Là, ce sont des chaussettes pour la Thaïlande. Nous avons une commande de 4 millions de paires rien que pour la Thaïlande. 4 millions de paires par an. En Thaïlande, les détaillants vendent une paire aux alentours de 3-4 euros. Vous vous rendez compte la marge qu'ils font? C'est colossal, mais bon, au bout du compte, tout le monde gagne quelque chose. Eux, ils gagnent sur la marge, et nous, on gagne sur la quantité, car nous fabriquons énormément de paires. Cela fait une vingtaine d'années que Datang est devenue la ville de la chaussette. C'est quelque chose qui a commencé un peu par hasard, mais ensuite les pouvoirs publics chinois ont fortement encouragé la tendance. Le patron, oncle de Monsieur Chou. La politique du gouvernement est de favoriser l'implantation des usines. Nous ne payons presque pas de taxes et l'électricité n'est pas trop chère. Par contre, ils ont commencé à mettre en place une réglementation sociale. Ce qui rend l'usine du monde ultra compétitive, c'est évidemment le bas niveau des salaires. Ici, les ouvriers travaillent à la pièce. Ils gagnent entre 150 et 200 euros par mois. En plus, l'usine fournit la nourriture et le logement. Aujourd'hui, les salaires augmentent chaque année parce que le niveau de vie augmente. La plupart des ouvriers sont d'anciens paysans. Et c'est l'usine qui les a fait venir tout spécialement des régions éloignées du centre de la Chine. Les ouvriers ne sont pas logés à côté de l'usine, mais dans celle-ci. Ici, c'est le logement de nos ouvriers. Juste en dessous, c'est là qu'on teint les chaussettes. Il faut donc passer par l'atelier de teinture pour accéder au logement. Nous allons voir un couple d'ouvriers choisis tout spécialement pour nous par la direction. Voici le couloir des couples avec enfants, une pièce unique par famille. Bonjour. Venez, venez. Voilà. Comme vous le voyez, le cadre est très correct. L'usine nous fournit le logement et la nourriture, chaises, tables. On aime bien habiter ici. L'avantage, c'est qu'on est très proche de l'atelier. Et en plus, c'est gratuit. On ne paye rien. Dans notre village, à la campagne, on était très pauvres. Ici, on gagne bien. On travaille 6 jours par semaine, un seul jour de repos. S'il y a beaucoup de travail, on peut travailler plus, bien sûr. Mais alors, on gagne plus. La cuisine, elle, n'est pas à côté des chambres, mais derrière l'atelier de teinture, par lequel il faut donc repasser pour y accéder. Le vacarme est assourdissant car on est juste au-dessus des machines de tissage. C'est une cuisine semi-communautaire où chaque famille a son box numéroté. Voici notre cuisine. La numéro 12 est la nôtre. Toutes nos casseroles sont là-dedans. On ne rentre à la maison ou au village qu'une fois par an.
La plupart des clients européens n'achètent pas directement aux fabricants chinois. Ils passent par des intermédiaires spécialisés qui sélectionnent pour eux la bonne usine, puis supervisent sa production. En franglais, on appelle cette activité le sourcing, c'est-à-dire le fait de se procurer quelque chose à la source. Oui, allô ? Vous cherchez des sofas en cuir. C'est pour quel marché ? Et ceux qui font du sourcing sont des sourceurs. Et en voici un, Aurélien Yvonnet. Vous avez déjà travaillé avec la Chine ? D'accord. Nous, on propose une présence sur place qu'eux ne peuvent pas avoir. Donc on est un petit peu leur bureau d'achat, on est leur relais en Chine. On fait de la traduction entre les questions du client et les réponses du fournisseur. Aurélien part en mission contrôle qualité. En l'occurrence, réceptionner des marchandises dans une usine de la très grande banlieue de Canton avant leur expédition en Europe. C'est un problème de trouver l'endroit ? Bah quand c'est pas un local, c'est pas évident. Donc là, c'est les locaux qui se regroupent ici pour récupérer. C'est la station de bus ici. Ah ok. Nous allons dans une usine qui fabrique des canapés en cuir. Quand la marchandise est en France, il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Donc il faut vraiment intervenir avant. Voir si quand on porte le canapé, il n'y a pas un endroit où il y a un clou qui dépasse. Voir si les coutures résistent bien quand on appuie un peu dessus, quand on tire un peu dessus. Ça ils ne le font pas automatiquement. Il faut qu'ils produisent vite, il faut qu'ils vendent vite. Pour faire des affaires avec l'usine du monde, eh bien le premier problème est de la trouver. Rien d'évident, tellement les banlieues industrielles chinoises sont immenses. Il y a plein de barrières à travailler avec les Chinois. La langue, la géographie, la culture. Hello, David is coming. Enfin, Aurélien a trouvé l'usine. On commence même à charger le container qui doit partir vers l'Europe. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, merci. Bonjour. Là, c'est pour un client américain à Chicago. On a 2 containers 40 pieds à remplir. Donc là, c'est l'assemblage des armatures en bois. C'est une bonne affaire car même si c'est une fabrication bas de gamme, ça se vend très bien en Europe. L'usine est spartiate, pratiquement pas de machinerie lourde. Manifestement, il s'agit surtout d'aller vite. Pas de masque, pas de gants, les conditions de sécurité sont limites. Par exemple comme ici, pieds nus dans les clous. La première chose qu'on fait, c'est de regarder en fait le canapé sur sa globalité. En fait, bon là, il n'y a pas grand-chose, mais vous voyez, tous ces fils-là, on va leur demander de bien les couper. Ensuite, on va regarder les coutures. En fait, on va regarder que les coutures sont bien alignées. On vérifie qu'il n'y ait pas de vis qui ressortent du bois en dessous. Ok, c'est beaucoup mieux que la fabrication précédente. Vous avez fait attention aux vis. L'usine vend un canapé comme celui-ci aux alentours de 350-400 € pour une commande d'une quinzaine de pièces. Il sera affiché à 2500 € au détail pour le consommateur final. Hey David? Ah, mais c'est pas ce qui était convenu sur celui-ci. On devait avoir des pieds métalliques. Donc on va corriger ça. On va regarder tous les pieds. Allez, au boulot. On arrive très facilement à résoudre ces problèmes. Mais il faut constamment être présent, en fait. Mais globalement, enfin, au final, on est quand même content de ce qu'ils produisent. Un bon sourceur doit d'abord et avant tout trouver les usines qu'il peut proposer à ses clients occidentaux. Et pour ça, la Chine a inventé un truc tout simple mais génial, le grand magasin d'usines. Ce sont comme d'immenses centres commerciaux, à ceci près que chaque magasin ici est la vitrine d'une usine. Ça, c'est une usine. Derrière, il y a une usine, il y a même plusieurs usines puisqu'il y a différents types de produits. Section des jouets. L'hélico, 15 €, commande minimum de 50 pièces. Bijouterie fantaisie. Textile.
On trouve vraiment tout ici, parce que la Chine fabrique vraiment tout. Même les objets d'artisanat africain vendus à la sauvette dans le métro sont fabriqués en Chine. Quant aux quincailliers africains, c'est aussi ici qu'ils se fournissent. Guinée-Conakry. Et qu'est-ce que vous venez acheter ici? Ah, les marchandises quincaillerie générale. Essayons de trouver quelqu'un qui fait du cuir véritable. Quant aux acheteurs qui arpentent les allées, ce ne sont pas des particuliers qui n'ont pas accès ici, mais des sourceurs à la recherche du meilleur fournisseur, ou encore des grossistes étrangers ayant fait le voyage tout exprès. Inde, Turquie, Suisse, Allemagne, Burkina Faso. Pakistan. Quand on dit que la Chine, c'est l'usine du monde... C'est vrai. C'est vrai. C'est absolument gigantesque. On trouve tout ici. 6500 stands. il y a tout sous le même toit. Ah, ça peut pas changer, Cécile. Tu vas prendre les meilleurs dans le monde. Hein? Même les Américains, les Français viennent faire les affaires ici. Ouais. Personne ne peut concurrencer ces gens. C'est unique au monde. Ce genre de centre et l'action des sourceurs sont, depuis plus de 20 ans, les deux grands moyens marketing de l'usine du monde pour vendre ses produits. Il y en a depuis peu un troisième, le site internet Alibaba. C'est une sorte de croisement d'eBay et de Google à l'usage des professionnels. Usine chinoise d'un côté, commerçants occidentaux de l'autre. Voici le bâtiment du siège social à Hangzhou. Architecture d'avant-garde, ambiance de campus universitaire, partout des gens très jeunes. On est en Chine, mais on se croirait en Californie. On peut donc maintenant sourcer depuis son fauteuil. Voilà, je suis commerçant en ventilateur en France, je clique, hop, celui-ci n'a pas l'air mal. Le fabricant chinois le vend 5 € l'unité, mais la commande minimum est de 2500 pièces. Alibaba a été créé à partir de rien, il y a 10 ans, par un prof d'anglais désargenté et quelques amis. Alibaba a été fondé en 1999 à Hangzhou, dans mon appartement avec 17 associés. Notre idée était de viser le marché des PME chinoises. Nous voulions leur montrer qu'Internet pouvait les aider à exporter. Nous étions convaincus que les petites et moyennes entreprises allaient changer la Chine et le monde. Attention, chiffre vertigineux. 37 millions d'usines et de sociétés chinoises sont adhérentes, tandis que 12 000 personnes travaillent ici pour gérer 1 million de connexions journalières. On a même engagé une porte-parole d'origine américaine pour répondre aux équipes de télévision. Avec les méthodes habituelles, si vous êtes un acheteur français, par exemple, qui cherche un produit, vous allez devoir aller en Chine, visiter les foires expositions et parler à des tas de gens. Une petite entreprise n'a pas les moyens de faire ça. Il est évident qu'en Chine, les opportunités à venir sont énormes. Plus les Chinois ont accès à Internet, plus ils peuvent créer de nouvelles entreprises avec un accès direct au marché international. La Chine des années 50-60 ne ressemblait vraiment pas à ce que nous venons de voir. C'était un pays pauvre, agricole et communiste. Économiquement, c'est à la fin des années 70 que tout commence à changer. L'étape principale, on va dire, de cette libéralisation sur le plan économique est intervenue en décembre 1978, au moment du 11e congrès du Parti communiste, et qui correspond aussi avec la prise de pouvoir de Deng Xiaoping, à peu près 2 ans après la mort de Mao. Et un des objectifs essentiels du parti, qui était la modernisation du pays, était en train d'échouer, en fait. Il y avait aussi une pression démographique qui était telle qu'on devait créer des emplois, et donc il fallait inventer une sorte de nouveau modèle dans quelque chose qui était encore à l'époque socialiste. C'est-à-dire que il faut bien voir qu'en 1978, on voulait réformer le système socialiste et le faire mieux fonctionner. Deuxième étape dans la marche vers l'usine du monde, les années 90. C'est la décennie de la privatisation pure et simple de beaucoup d'usines publiques. Évidemment, ça se passe dans des conditions plutôt étranges.
Fin des années 80, au début des années 90, certains dirigeants du parti ont décidé de quitter leurs fonctions, donc ont fondé leur entreprise, ou certains ont récupéré aussi, au moment de la privatisation des petites et moyennes entreprises d'État, ont récupéré le contrôle des entreprises qui ont été privatisées. Du coup, c'est vrai que quand on regarde la biographie des dirigeants, on trouve parfois des liens assez étroits avec l'État, ce qui aide les entreprises d'ailleurs, parce que d'avoir quelqu'un qui connaît bien l'administration, c'est un avantage conséquent. Monsieur Xu est typique de ces entrepreneurs ex-communistes qui ont su grimper à temps dans le wagon des privatisations. C'est en 1992 que tout a basculé. Beaucoup d'entreprises publiques sont devenues complètement privées. Idéologiquement, Monsieur Xu a beaucoup changé en devenant patron. Dans les entreprises publiques du temps du communisme, vous savez ce que c'est, personne n'avait envie de travailler. Personne n'était motivé. À l'époque, ici où est notre usine, il n'y avait rien. Que des champs. C'est à partir de 1983 qu'on a commencé à construire, petit à petit. J'ai été nommé directeur en 1987, quand l'entreprise était encore publique. Puis c'est moi que l'État a choisi comme acquéreur au moment de la privatisation. C'était pour assurer la continuité de l'entreprise. Monsieur Xu n'en dira pas plus quant à la façon dont il est passé, un peu miraculeusement, de responsable salarié d'une usine d'État à propriétaire de celle-ci. Pour cette usine, comme pour beaucoup d'autres en Chine, le processus de privatisation fut totalement opaque. Nous fabriquons de la toile de coton comme ceci. C'est un produit très simple. Né sous Mao, Monsieur Xu n'a pas toujours mangé à sa faim. Alors il a parfois un peu de mal à croire à sa bonne fortune. Il roule aujourd'hui en Porsche Cayenne, petit joujou automobile vendu à un peu plus de 200 000 € en Chine. Et il habite une superbe villa individuelle en centre-ville, ce qui est ici un luxe. Je suis né à la campagne. Quand j'avais 20 ans, j'étais paysan. Ensuite, je suis parti vivre en ville clandestinement, car je n'avais pas de permis de résidence. J'ai travaillé au noir pendant des années, comme ouvrier. Ensuite, j'ai été embauché comme comptable dans l'usine ici. Vous savez, il y a 20 ans ou simplement 10 ans, jamais je n'aurais même seulement rêvé de la situation que j'ai aujourd'hui. En fait, la grande chance de ma vie, c'est quand, en 1992, l'État m'a choisi pour privatiser l'entreprise. Le soir venu, Monsieur Xu retrouve ses collègues, patrons du textile, au restaurant. Manifestement, les temps sont difficiles, tellement la pression des acheteurs étrangers est devenue forte. Les acheteurs étrangers, ils veulent tout à la fois. D'un côté, ils veulent des prix très bas, et c'est pour ça qu'ils viennent en Chine. C'est très important pour eux. Mais maintenant, en plus, ils veulent nous imposer le respect de tout un tas de droits sociaux, comme l'interdiction de faire travailler des mineurs. Ils ne peuvent pas avoir en même temps ceci et cela. La Chine ne peut pas à la fois développer son économie et respecter tous les droits de l'homme. Ce sont deux choses différentes. Par exemple, en ce moment, le coût de la main-d'œuvre augmente trop à cause des charges sociales que l'État nous fait maintenant payer. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes dans le TGV chinois pour accompagner l'un de ces acheteurs étrangers auxquels, à l'instant, on reprochait de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Youssef achète des cartouches d'encre recyclées pour le compte d'un grossiste français.
il a repéré un nouveau fabricant qui peut l'intéresser. Je vais valider une usine. Alors, valider, ça veut dire en fait, premièrement, je vais établir un contact avec eux. Donc, je les ai déjà rencontrés sur différentes foires. Deuxièmement, je vais voir s'ils existent vraiment. Et oui, comme on est en Chine, tout est possible, y compris que l'usine n'existe pas. Mieux vaut faire attention. Mieux vaut, je dirais, vérifier les détails de base et un minimum de base. Savoir exactement ce que les usines chinoises ont dans le ventre est le travail de Youssef. Dans l'atmosphère de western de l'expansion économique chinoise ultra rapide, c'est une activité pour laquelle il faut avoir des nerfs très solides. Ravi de vous rencontrer. Comme il est d'usage en Chine, c'est l'usine qui vient chercher son client potentiel. Du coup, ce dernier ne sait pas vraiment où il va. Angoisse. En fait, le point un peu drôle, c'est que je ne sais pas où on est. Je ne sais pas où on va. Il faut bien regarder où on va, il faut bien regarder avec qui on travaille. Et surtout, après, bien identifier les personnes, parce que le jour où il y a un problème, on sait à qui parler et on sait où ils sont. Donc, c'est entre la paranoïa et le pragmatisme, on va dire. Alors, quand je sais, c'est qu'il faut faire attention à tout, mais à un moment, il ne faut pas être trop paranoïaque non plus. Là, je sais pas où on est, hein. Ah bon? L'usine, si elle existe, est en étage, comme souvent en Chine. Bon, suspense alors, usine ou pas usine? On vérifie la poussière sur la plaque, quoi. Vérifier la poussière, mais pourquoi donc? Ça m'est déjà arrivé une fois de regarder si la plaque était réelle et regarder s'il y a de la poussière dessus. Je me suis dit peut-être qu'il venait juste de l'installer, mais c'est peut-être un peu trop paranoïaque. Bon, l'usine existe vraiment, c'est déjà ça. Cet atelier fait du recyclage de cartouches pour imprimantes jet d'encre. Les cartouches vides sont renvoyées ici depuis l'Europe pour être remplies à nouveau, à la main, une par une. Ensuite, on leur donne un petit coup de neuf, puis on remballe le tout. Youssef teste d'abord la qualité d'impression en sortie de fabrication. Je fais exactement le même essai partout pour pouvoir comparer. Les lignes jaunes, différentes couleurs, en fait, ça permet de voir si les encres de couleur et les encres noires se mélangent bien. Si la qualité de l'encre qu'ils utilisent est bonne. On va faire comme tous les bons connaisseurs, hein. Ouais, pour l'instant, ça va. À première vue, ils ont une bonne qualité. Puis, repas de midi pour négocier les prix. Youssef ne parle pas chinois et le patron de l'usine, pas un mot d'anglais. Je vais lui montrer en fait la comparaison des prix entre les différents fournisseurs. Juste pour lui donner un ordre, en fait. Ce que je fais. Comme j'ai promis à Youssef de ne pas révéler à quel prix on lui vend les cartouches, vous n'en saurez pas plus. Disons que ça n'est vraiment pas cher. Maybe first we can have lunch. Yes. Ici, il faut développer un rapport humain avant de développer un rapport commercial. And honestly, the most important thing En France, j'ai jamais été mangé avec mes fournisseurs. to do business. Quand il y a des problèmes de qualité, on négocie. C'est justement par ce rapport humain qu'on négocie ces petits problèmes. Et si les choses tournent vraiment mal pour le client européen, peut-il vraiment traîner son fournisseur chinois en justice? On va appeler la répression des fraudes chinoises. Ça vous fait rire? Ouais, parce que je vois ça comme une cause perdue. Après cela, Youssef fait passer à l'usine une sorte de mini-audit social. Le recyclage de cartouches est un travail dur et salissant. D'où un problème de conditions de travail et donc d'image de marque à gérer pour Youssef. Vous utilisez de l'eau froide sous pression qui sort de cet appareil? Oui. Vous leur donnez des gants ou pas? Quoi? Des gants. J'ai essayé avec mon fournisseur actuel de cartouches. J'ai essayé, entre guillemets, de demander d'améliorer les conditions de travail parce que dans son usine, c'est vrai qu'il y avait des problèmes de solvants. On respirait beaucoup les solvants dans l'entrepôt. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce qu'il est possible, je lui ai dit juste pour ma production,
de pouvoir leur fournir un équipement adéquat. Bon, c'est des trucs de base, hein, un masque simple. Bon, au début, il m'a bien fait comprendre que, vu que j'étais pas encore un gros client, j'avais pas trop mon mot à dire. Bon, j'ai pas insisté, mais c'est vrai qu'à long terme, j'aimerais bien que ce soit fait, quoi. Après, c'est d'un point de vue humain. Moi, ça me... Je sais pas, c'est des gens comme tout le monde qui travaillent. Côté sourceur aussi, la pression des clients pour des prix toujours plus bas est difficile à gérer. C'est ça aussi quand on cherche du prix pas cher, c'est que tout est lié. Si on accepte de mettre plus cher chez le même fabricant, on peut se retrouver avec des produits de bien meilleure qualité. Parce que tout ce qui est mis en place autour, que ce soit au niveau des matériaux, au niveau des process, au niveau des équipes, si on met de l'argent, on peut avoir des choses bien. Ils sont capables de faire des choses bien. Il faut qu'ils en aient la volonté et il faut qu'on leur donne les moyens. Voilà. Donc c'est à qui la faute, hein? L'acheteur ou le vendeur ou les deux? Je pense qu'il faut arriver à balancer le prix et la qualité. Et ça, aujourd'hui, les gens en Europe ont tendance à l'oublier. On est pressé par nos clients pour baisser les coûts auprès des fournisseurs. Et j'ai tendance à pas vouloir trop baisser, parce que je sais que si on baisse trop, on perdra au niveau de la qualité. Et ça aura peut-être, certainement, un impact sur les ouvriers, sur les salaires, sur tout un tas de choses. Alors bon, il est vrai que même si on garde des coûts élevés, c'est surtout le patron de l'usine qui en bénéficiera. Mais je préfère me dire qu'à terme, ça bénéficiera à tout le monde. Aujourd'hui, la Chine est devenue un pays communiste comme tous les autres pays capitalistes. Alors, pour créer son entreprise, il ne suffit plus de reprendre une vieille usine d'État privatisée. En plus, les jeunes patrons chinois doivent maintenant faire face à une économie mondiale en crise. Voici David, qui nous a donné rendez-vous pour aller visiter son entreprise de matériel électrique. Mais avant, il veut nous emmener voir la zone industrielle voisine. En chemin, notons que, crise ou pas crise, les voitures sont neuves et les chantiers de construction innombrables. 70% des grues en service dans le monde sont en Chine. C'est peu de dire que nos conditions de vie se sont nettement améliorées. Vous voyez, moi par exemple, j'ai 35 ans. Vous avez 35 ans? Oui, mais ma trajectoire personnelle est très représentative du développement de ces dernières années. Quand j'étais enfant, la vie était très dure. Même manger était un problème. Et puis, petit à petit, tout s'est amélioré jusqu'à aujourd'hui, où j'ai une belle voiture et une grande maison. Voilà, nous y sommes. Voici notre zone industrielle. Surprise, il y a beaucoup de locaux vides pour cause de faillite. Tenez, regardez cette usine. Elle a déposé le bilan. C'était une usine de textile. Bon, on s'arrête. C'est la crise économique qui a fait basculer la boîte dans la faillite. Toutes ces entreprises industrielles fabriquaient des produits plutôt bas de gamme. La crise les a mises à genoux. Par exemple, des secteurs comme la fabrication de meubles ou le textile utilisent beaucoup de main-d'œuvre. Ils sont très vite concurrencés par les pays à bas coût de main-d'œuvre. Celle-ci est fermée aussi. C'était une entreprise sud-coréenne. Au début, quand les investisseurs sud-coréens sont arrivés en Chine, c'est parce qu'ils visaient la main-d'œuvre chinoise bon marché. Mais dès qu'ils peuvent trouver moins cher, ils se barrent. Ils vont travailler au Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka. Ils quittent la Chine quand le coût de production devient trop élevé. Et ça force les entreprises chinoises à restructurer, à trouver de nouveaux produits plus sophistiqués qui seraient capables d'absorber les coûts sociaux. Donc, paradoxalement, je pense que de ce point de vue, la Chine entrera plus en concurrence avec l'Europe que par le passé. Message reçu 5 sur 5 par David. Pour lui, l'avenir de la Chine, c'est le haut de gamme et la qualité. Par ici. Et suivez-moi. Cette société de 200 salariés conçoit et fabrique des moteurs pour lits et fauteuils électriques. Ça, c'est notre nouveau produit. C'est pour des lits ajustables. Ça, c'est pour des clients turcs. Et ça, c'est pour la Belgique. C'est une société chinoise du nouveau type, qui se veut innovatrice et pas seulement copieuse ou sous-traitante.
Il y a donc un service recherche et développement. Il y a un moteur qui redresse le siège. Les gens âgés peuvent se lever d'eux-mêmes. Et pour ce qui est des clients, David ne veut plus être l'usine du monde, mais l'usine de la Chine. Il faut maintenant viser les consommateurs chinois. La clé du futur, c'est le marché chinois. C'est le plus grand du monde. La prospérité de l'économie chinoise serait dans l'avenir beaucoup plus basée sur son marché intérieur que sur le marché extérieur. Beaucoup de Chinois sont devenus vraiment riches. Ils ont de l'argent. Ils achètent des voitures, etc. Et quand ils auront tout ça, ils vont vouloir voyager, faire du sport, se reposer, prendre des vacances. Ils vont vouloir profiter du fruit de leur travail. Ils vont vouloir dépenser leur argent. Mon sentiment personnel sur le futur de l'économie chinoise, c'est qu'elle dépendra de plus en plus de l'augmentation de la consommation intérieure. Et donc, l'économie chinoise sera de moins en moins dépendante de l'exportation vers l'Europe ou les États-Unis. L'usine du monde n'est pas seulement en train de se reconvertir en usine de la Chine. Elle veut aussi devenir bien plus qu'une simple usine. Voici Monsieur Li, patron de Fudakin, une entreprise de 1200 salariés qu'il a créée il y a une quinzaine d'années. Le métier historique de Fudakin, c'est la fabrication de petites pièces en plastique bas de gamme, pas vraiment porteur d'avenir. Mais justement, Monsieur Li est en train de remédier à ça d'une façon radicale. Avec son directeur commercial, il reçoit aujourd'hui une sourceuse. Il va donc lui montrer l'usine avec quelques surprises à la clé. La visite commence par l'atelier de fabrication des moules. C'est bruyant, sale, graisseux. Et de ces machines sortent des petits bouts de plastique aux formes simples. Nous devons impérativement nous adapter pour survivre. Par exemple, j'ai créé cette entreprise avec la production de marchandises bas de gamme et plutôt polluantes. Aujourd'hui, il faut impérativement que nous passions à une autre phase, à un stade supérieur. Il faut que nous concevions et que nous fabriquions des produits innovants et surtout de très bonne qualité. Et puis tout d'un coup, Monsieur Li emmène la sourceuse visiter le bâtiment d'à côté. Et contraste stupéfiant, on change de siècle. La saleté graisseuse laisse la place à l'ultra-propreté des salles blanches de fabrication de composants informatiques. Il n'y a pas le moindre rapport entre la première activité et la seconde. C'est comme si on était dans deux usines différentes alors que c'est la même. Ici, c'est la fabrication d'afficheurs à cristaux liquides. C'est l'élément de base des écrans de GPS ou de téléphones portables. Il faut bien comprendre que le marché intérieur chinois est colossal. Si on a un produit de haute technologie et de très grande qualité, il n'y aura jamais de problème à le vendre sur le marché intérieur chinois. Monsieur Li, qui a fait sa fortune dans le plastique bas de gamme, ne jure plus maintenant que par la recherche et les produits sophistiqués. Nous avons entièrement conçu ces nouveaux lampadaires urbains à LED. Nous les destinons au marché intérieur chinois de rénovation de l'éclairage public. Mon but est d'imposer Fudakin comme marque nationale chinoise. Je suis très optimiste pour les années à venir. Il est clair que notre avenir sera de plus en plus en Chine. Si l'avenir économique de l'usine du monde ou de l'usine de la Chine s'annonce rose, c'est la politique qui est sans doute son talon d'Achille. Officiellement, le pays est toujours organisé en économie socialiste de marché. C'est vrai qu'au début, quand on l'a évoqué, le terme d'économie socialiste de marché a fait rire pas mal de monde, mais finalement, c'est peut-être celui qui reste encore peut-être le plus adapté, je ne sais pas.
Cette économie collectiviste des années 70-80, eh bien, elle existe toujours. Certes pas dans les régions côtières, celles du boom économique près de Shanghai ou de Canton, mais plus loin, à l'intérieur des terres. Voici un endroit où les contradictions politico-économiques de la Chine sont particulièrement spectaculaires. La ville de Nanjie, qui met un point d'honneur à rester socialiste et collectiviste. L'ambiance des rues est spartiate, très peu de voitures et aucune publicité. Quant aux usines, elles appartiennent toutes à la municipalité, qui est donc le seul employeur du coin. Lui, c'est le secrétaire général du Parti communiste local. L'économie de notre ville est collectiviste, c'est-à-dire que la production est entièrement assurée par des usines publiques. Un ouvrier reçoit 30% de son salaire en espèces, le reste est fourni sous la forme de prestations, en nature. Des villes comme la nôtre, la Chine en compte plus de 7000. La ville possède 26 usines dans les secteurs d'activité les plus divers. Commençons par celle-ci, l'usine de nouilles. Elle emploie 300 personnes et ne fournit que le marché chinois. Voici la plus grosse entreprise de la ville, l'imprimerie. Elle emploie 400 salariés et son directeur est un fonctionnaire municipal. Il est très difficile de se faire embaucher ici, car ce modèle d'économie collective offre pas mal d'avantages, même si les conditions de travail restent dures. Regardez cet homme, un moment d'inattention et il n'a plus de doigts. Un proverbe chinois dit « Quand l'Est est sombre, c'est à l'Ouest qu'il y a de la lumière. Quand il fait mauvais au Sud, il fait beau au Nord. » Comme nos 26 usines fabriquent des produits très différents, répartis sur différents secteurs, nous pouvons amortir les secousses. Celles qui gagnent de l'argent aident celles qui en perdent. Au final, tout ça fonctionne comme un système de mutualisation des risques. Et ça, c'est quelque chose qui attire beaucoup de gens dans un pays qui n'a pas d'assurance chômage. Beaucoup d'ouvriers de cette entreprise ont travaillé sur la côte, à Canton, Shenzhen, Shanghai ou Pékin. Mais finalement, ils sont revenus ici au moment de la crise financière, car il y a beaucoup d'avantages et c'est un environnement vraiment très sécurisant. Je suis allé voir ailleurs, mais l'ambiance et les conditions de travail sont vraiment moins bien qu'ici. Ici, l'usine dispose de chauffage en hiver et d'air conditionné en été. Une fois payée la nourriture et le logement à Canton, il ne me restait plus grand-chose. C'est vrai qu'ici, le salaire est plutôt bas. Mais tout compte fait, avec les avantages en nature, ça revient au même. Visite d'un appartement avec Monsieur le maire. Voici un appartement typique de notre ville. Nous en avons plus de 900 comme celui-ci. Et ils abritent environ 3000 personnes. Tous les meubles, y compris les lits, les commodes, les téléphones, les télévisions et l'air conditionné central, les appareils électroniques sont fournis par la ville. Et alors tout est gratuit? Oui, tout est gratuit. L'immeuble d'en face, c'est pareil? Oui, c'est identique partout pour toutes les familles. Le poste de télévision, c'est le même? Oui, oui. C'est ça la distribution collective. Pareil pour tout le monde. Les magasins aussi appartiennent à la municipalité. Le supermarché que voici est on ne peut plus ordinaire. Encore que l'uniforme des vendeuses soit un peu bizarre et rappelle quelque chose. Ah, justement, voici Monsieur le maire. Ce sont des anciens uniformes de l'armée populaire de libération. Nous les recyclons comme vêtements de travail. Évidemment, aujourd'hui, les militaires ne s'habillent plus du tout comme ça.
On est dans une situation aujourd'hui qui est totalement schizophrène entre un parti qui se revendique toujours du marxisme-léninisme et puis une réalité qui aujourd'hui est quand même inconnue dans l'histoire des régimes socialistes. C'est évident qu'en 1978, lorsque les réformes ont commencé, la Chine était tellement pauvre que le développement économique était quelque chose qui s'imposait, qui allait de soi. Aujourd'hui, ce n'est peut-être plus suffisant pour une partie de la population qui, grosso modo, dit au gouvernement chinois vous nous avez apporté le développement économique, parfait. Et quel est le projet de société maintenant que vous nous proposez dans les décennies à venir? Il va falloir peut-être passer à autre chose. Retour en France, avec nos petits patrons du début. Comment s'y prennent-ils concrètement pour résister au rouleau compresseur de l'usine du monde? Nous sommes dans les Vosges, région qui, il n'y a pas si longtemps, était comme le datang français du textile. Et cette usine est celle d'un des derniers fabricants français de chaussettes en activité. Son patron, François Curé. On est plus cher que les produits chinois. Évidemment, on est plus cher. On a des coûts de production français, avec des coûts de salaire main-d'œuvre française. Donc ça serait un peu utopique de vouloir arriver en France à un coût de production chinois. C'est impossible. Bien entendu, François Curé connaît Datang, la ville de la chaussette. J'ai visité Datang, la ville de la chaussette. C'est un empire, c'est un autre monde. Le nombre de salariés, la façon de les gérer, tout l'aspect social, tout l'aspect économique. C'est très intéressant à découvrir, mais pour nous, en aucun cas, ça peut être un modèle. Cette usine a un atout que la Chine n'aura jamais, la proximité géographique avec les magasins. Aujourd'hui, on intéresse les acheteurs de la grande distribution parce qu'on est hyper réactif. Donc il faut absolument miser tout sur la réactivité et l'excellence de la qualité de service, du taux de service. Alors concrètement, la réactivité, ça passe par beaucoup d'informatique. Exemple, vous avez une transmission directe par voie informatique issue du passage en caisse des magasins. Autrement dit, à l'instant même où vous payez vos chaussettes, l'ordinateur de la grande surface ordonne directement à celui de cette usine d'en fabriquer une nouvelle paire pour regarnir le rayon. Et on doit être capable de réassortir tous les magasins en France. Et ça peut aller de 6 paires, c'est l'unité minimale pour nous de livraison, 6 paires jusqu'à 240, 400, voire plus, heureusement. Mais on est capable de livrer 6 paires. Ainsi, l'usine est ultra informatisée. Il y a un côté village d'Astérix, quoi. Oui, de village Astérix qui résiste à l'envahisseur. Mais oui, c'est un challenge mais qui est motivant pour tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, la motivation du personnel, elle est réelle. On peut dire comme ça, on est très attaché à la qualité de la main-d'œuvre ici, qui est excellente. Et la réussite passe à tous les niveaux par l'implication, le sérieux et la conscience professionnelle. Autre exemple de société qui résiste à l'usine du monde. Voici une chaîne de magasins d'art de la table qui commandait encore récemment ses moules à gâteaux en Chine, mais vient de changer d'avis. C'est la moulerie justement qu'on fabrique en France maintenant. Oui, oui. Donc je pense que la clientèle y est de plus en plus sensible avec le Made in France. C'est fait dans notre usine en France, à Tours. Edmond Cassapian est en visite chez son sous-traitant Gobel, fabricant historique de moules à gâteaux. On avait pris une desserte. La dame blonde est la directrice de Gobel. C'est un fournisseur sur lequel on est revenu ces dernières années, notamment pour des problèmes de qualité, pour des problèmes de souplesse et pour des problèmes de traçabilité. Pour exemple, ce modèle-là a été commandé en Chine, avec ses spécifications particulières. Et voilà ce que nous avons obtenu lorsque nous avons ouvert le conteneur. Donc, bien évidemment, l'exécution de la commande n'était pas respectée. Donc, pour cette assiette-là, l'intégralité du conteneur a été détruite et est partie à la benne. Lorsqu'on calcule bien l'intégralité des coûts, non seulement de la fabrication, mais par exemple le coût du service après-vente, le coût des retours, le coût de la marchandise que vous allez jeter car elle est impropre à la consommation, la France devient tout à fait compétitive. Elle n'est pas moins chère, elle devient compétitive. Pour résister aux concurrents chinois, Gobel mise sur la technologie. Sous la forme de cette superbe découpeuse emboutisseuse à la fois allemande et numérique.
Donc c'est une machine qui nous permet de découper toutes les matières. Donc que ce soit l'anti-adhérent, l'inox ou le fer blanc. Pour notre société, c'est un très gros investissement. C'est une machine qui vaut 600 000 €. Et après, il faut avoir les personnes qui ont la technicité pour le faire fonctionner. Ce qui fait qu'on pourra avoir des produits made in France qui sont compétitifs par rapport à des produits qui sont faits en Asie. Mais pour s'équiper de machines automatiques ultra modernes, il ne suffit pas de le vouloir. Encore faut-il le pouvoir. Nous sommes dans le Jura, berceau de la lunetterie française. Salut Sylvain, tu vas bien? Philippe Perrard, directeur d'une grande chaîne de magasins d'optique, fait fabriquer ici ces nouveaux modèles les plus techniquement sophistiqués, quoique les prix soient nettement plus élevés qu'en Chine. Donc pour nous, c'était assez compliqué de trouver la bonne solution, tant en termes d'élasticité et puis en conservant le système d'accroche. Avec lui, le directeur de cet atelier. Quand on visite l'usine, surprise, elle est organisée à la chinoise. Bonjour mesdames. Presque tout se fait manuellement. 90% des volumes sont actuellement réalisés dans la zone Asie-Pacifique. Donc eux n'ont pas besoin d'automatiser parce que la main-d'œuvre est peu chère, alors que nous pourrions automatiser. Nous savons le faire, mais les volumes sont insuffisants pour le faire. Pour automatiser, il faudrait avoir plus de commandes. Mais pour avoir plus de commandes, il faut d'abord baisser les prix, ce qui suppose d'automatiser. C'est un cercle vicieux. Nous n'avons pas l'illusion que la totalité des volumes qui ont été perdus pendant les 20 dernières années vont revenir. Néanmoins, si une petite proportion revenait, ça nous permettrait de faire des gains de productivité très très importants. La qualité fait vendre, le Made in France fait vendre. Après, c'est une question d'éducation du consommateur. Acheter français ou acheter européen, ça veut dire faire travailler son voisin. Et sur ce sujet, nous sommes tous schizophrènes. Sous notre casquette de clients, nous adorons l'usine du monde et les bas prix qu'elle nous offre. Par contre, sous notre casquette de producteurs, de salariés, nous la détestons pour la concurrence qu'elle fait peser. Mais une chose est sûre, nous sommes les seuls à pouvoir décider du chapeau que nous voulons porter. Les Chinois n'y sont pour rien.